La Russie mène maintenant une guerre sur deux fronts, l'un en Ukraine, et l'autre contre son économie en déclin. Dès le premier jour de l'invasion, une horloge s'est mise à tourner, et c'en est une que même les planificateurs russes n'ont pas entendue. Le gel rapide des fonds russes à l'étranger et la mise en place de sanctions de plus en plus strictes ont transformé l'opération de 3 jours pour prendre Kiev en une guerre d'usure qui dure depuis 3 ans, et cela épuise complètement les finances de la Russie. Maintenant que Moscou a ignoré une nouvelle échéance de paix fixée par la Maison-Blanche, les économistes avertissent que la Russie pourrait être piégée dans un scénario catastrophe, incapable d'arrêter de se battre, mais de plus en plus incapable de continuer. Mais une chose est claire, le trésor de guerre est presque vide. Lorsque cette guerre a commencé, la Russie s'attendait à 2 choses. Ce serait une victoire rapide et facile, et l'Occident ne ferait rien d'autre qu'imposer des sanctions essentiellement symboliques. À l'époque, la Russie détenait la plupart des cartes. Elle avait déjà un pied en Ukraine, avec l'annexion de la Crimée, et les combats en cours à l'Est entre les forces par procuration et le gouvernement ukrainien. Elle disposait également de ce que la plupart considéraient comme une armée de classe mondiale, plus que capable de prendre la capitale politique de l'Ukraine, avant que le pays ne puisse organiser une résistance efficace. L'atout majeur de la Russie, cependant, était son commerce énergétique avec l'Europe, et le fait que, depuis 2014, l'Europe montrait un intérêt plus marqué pour sa propre prospérité économique que pour la sécurité régionale. Une preuve supplémentaire que la Russie ne s'attendait ni à une guerre longue, ni à une forte réaction occidentale, vient du fait qu'elle n'a fait aucun effort pour protéger une énorme quantité de réserves de devises détenues dans des banques étrangères. Environ la moitié des réserves totales de liquidités de la Russie, soit entre 300 et 330 milliards de dollars, étaient détenues dans des banques étrangères. Une grande partie de cet argent provenait des ventes d'énergie continue de la Russie et était historiquement conservé comme un fonds de réserve, précisément pour faire face à ce qui allait arriver ensuite. Sauf que la Russie n'a jamais cru que l'Occident irait réellement, jusqu'à passer à l'action. L'Europe et les États-Unis ont agi rapidement, gelant plus de la moitié des 600 milliards de dollars de réserves de guerre de la Russie, coupant ainsi le Kremlin de ses réserves. La majeure partie de cet argent était détenue en Europe, plus précisément par Euroclear en Belgique, qui a prélevé des taxes sur les intérêts et en a donné la majeure partie à l'Ukraine. Les États-Unis détenaient d'environ 5 milliards de dollars, et le Japon ainsi que des alliés occidentaux proches détenaient le reste. Mais la Russie disposait d'un deuxième fonds de réserve à l'intérieur du pays, connu sous le nom de Fonds national de richesse. Constitué à partir des profits de la vente de gaz et de pétrole, ce fonds est ce qui permet à la Russie de rester à flot malgré des pertes catastrophiques en Ukraine. En juin 2025, le fonds est tombé à environ 39 milliards contre 112,7 milliards avant la guerre et il diminue de jour en jour. L'un des plus grands facteurs de pression sur ce fonds, ce sont les efforts de recrutement en cours. Vladimir Poutine se retrouve dans une situation difficile à cause de la résistance continue de l'Ukraine. Pour réaliser des avancées sur le champ de bataille, le pays a dû jeter d'énormes effectifs dans la machine à broyer, ce qui est sans doute la seule façon dont la Russie a jamais gagné une guerre depuis le début de la révolution industrielle. Cependant, cela s'accompagne d'un risque politique croissant, même malgré la mainmise de Poutine sur le pouvoir et l'habitude qu'ont ses détracteurs de tomber de hautes fenêtres. Historiquement, le peuple russe avait simplement un contrat social avec le Kremlin. Soyez aussi corrompus que vous le souhaitez, mais ne touchez pas à nos vies. Poutine a respecté cette promesse tacite, mais la guerre est en train de bouleverser cela. Pour éviter les troubles civils, Poutine a ordonné des primes et des salaires de plus en plus élevés pour les nouveaux volontaires. Mais le vivier de recrues des volontaires, principalement issus des minorités ethniques et des régions les plus pauvres, s'assèche rapidement. Une nouvelle vague de mobilisation viserait ensuite les villes cosmopolites, là où vivent les Russes, qui comptent, ceux qui ont de l'argent et de l'influence. Et il est peu probable qu'ils tolèrent que leurs maris et leurs enfants soient jetés dans la machine à broyer. Grâce à l'utilisation de gros salaires et de primes à la signature, la Russie a pu éviter une nouvelle mobilisation, même si cela signifiait puiser massivement dans le Fonds national de richesse pour financer le plan de main-d'œuvre de Poutine. Pour tous les Russes, sauf les plus riches, ces énormes salaires peuvent changer une vie. Le salaire moyen en Russie est d'environ 15 500 $ par an, et c'est la prime à la signature moyenne dans 37 régions russes. Certaines régions offrent des primes allant jusqu'à 20 000 $, et il n'y a pas si longtemps, certaines proposaient jusqu'à 38 000 $ rien que pour s'inscrire. Selon les données russes, qui sont probablement manipulées afin de priver l'Occident d'informations cruciales, la Russie dépense environ 22 millions par jour pour recruter de nouveaux soldats, soit plus de 8 milliards par an.
Les gouvernements régionaux sont contraints de supporter environ 75% de ce coût, bien que les budgets de nombreuses régions soient subventionnés par, vous l'avez deviné, le budget fédéral, et donc le Fonds national de richesse. Pour la plupart des Russes, l'offre est tout simplement trop alléchante pour être refusée. Mais si vous vous demandez pourquoi ces paiements n'ont pas déjà creusé un trou dans le budget russe, la réponse réside dans une solution de contournement sombrement efficace. La plupart de l'argent n'est pas versé à l'avance. Les recrues ne reçoivent la prime complète qu'après avoir servi pendant une période déterminée. Et celles qui reçoivent les plus grosses primes sont envoyées dans les combats les plus difficiles. Comme les grâces autrefois offertes aux condamnés, peu vivent assez longtemps pour les toucher. Les problèmes russes nécessitent des solutions russes. Alors que la nation est de plus en plus mise à rude épreuve par l'Ukraine et souffre des effets des sanctions, son économie continue de stagner, nécessitant des plans de sauvetage massifs. En mai de cette année, le ministère des Finances a retiré un demi-milliard de dollars pour couvrir le déficit fédéral, et des milliards ont été dépensés pour d'importants projets d'infrastructure. Environ 16,5 milliards de dollars ont été consacrés au financement d'une ligne de train à grande vitesse entre Moscou et Saint-Pétersbourg. La dépendance de la Russie au transport aérien, compte tenu de ses vastes étendues, a signifié que 85 millions de dollars ont été alloués à l'achat de nouveaux avions. Coupée des fabricants occidentaux, la flotte russe d'Airbus et de Boeing subit une augmentation du nombre d'accidents en raison de l'absence de nouvelles pièces disponibles pour l'entretien. Cela a entraîné un ralentissement du transport aérien russe et l'utilisation des cellules d'avions existantes pour cannibaliser des pièces et maintenir d'autres appareils en état de vol. 4 milliards de dollars ont également été alloués à l'achat de nouvelles rames de métro pour Saint-Pétersbourg dans le cadre d'un accord de 25 ans. Parallèlement, des centaines de millions supplémentaires ont disparu dans des programmes militaires et de renseignements classifiés, dont les détails sont gardés secrets afin de ne pas révéler les capacités stratégiques. La majeure partie de ces fonds a probablement servi à développer la base industrielle militaire de la Russie, notamment en augmentant la production de munitions et en modernisant les infrastructures de défense à huis clos. Au final, en juin, on estime que le Fonds national de richesse de la Russie est tombé à un peu plus de 21 milliards de dollars, avec 137,3 tonnes d'or en réserve, contre 394 tonnes avant l'invasion de l'Ukraine. Il est important de se rappeler que la Russie ne finance pas entièrement la guerre avec son Fonds national de richesse. Ce fonds a plutôt servi de tampon budgétaire en raison des déficits, notamment face à la baisse du prix du pétrole russe. C'est pourquoi il a fallu des années pour l'épuiser. Mais les sanctions de plus en plus strictes, et maintenant la menace de sanctions secondaires, visent à éliminer ce fonds. Début juin 2025, le pétrole russe continue de fluctuer, mais se négocie autour de 52 $, et l'Europe s'apprête à instaurer un plafond de prix de 45 $. C'est bien en dessous des 69,70 $ que le budget fédéral nécessitait pour rester stable. Si ces chiffres ne changent pas, le Fonds national de richesse pourrait s'épuiser en environ un an, ce qui lancerait un compte à rebours soit pour la guerre en Ukraine, soit pour le maintien au pouvoir du président Poutine. L'application des sanctions va cependant dépendre du fait de sévir contre la fameuse flotte fantôme de la Russie, une vaste flotte de pétroliers que la Russie utilise pour contourner les sanctions. Mais la flotte elle-même est plus complexe que vous ne le pensez. Pour maintenir le budget de la Russie à flot, cette flotte fantôme se compose de deux éléments principaux, la flotte grise et la flotte noire. La flotte grise elle-même est un phénomène tout à fait nouveau, inspiré par la guerre en cours et les sanctions contre la Russie. Elle était composée d'entreprises qui ont été rapidement créées après le déclenchement de la guerre et les sanctions contre la Russie. Ces entreprises s'efforcent d'obscurcir les véritables origines et la propriété de leurs navires, rendant difficile pour les forces de l'ordre national et les gardes-côtes de déterminer si un navire enfreint les sanctions ou non. La pratique du changement fréquent de pavillon obscurcit encore davantage la situation, les navires changeant régulièrement d'immatriculation auprès de différents États. La flotte noire ne fait même pas semblant d'être légitime. Estimée à 1000 navires, elle utilise activement la tromperie pour dissimuler à la fois leur cargaison et leur point d'origine. Cela inclut des pratiques comme la désactivation des systèmes d'identification automatique, la falsification d'identifiants et de localisation, une pratique non seulement illégale, mais aussi dangereuse, car elle pourrait potentiellement entraîner un grave accident de collision. La Russie utilise également des centaines de vieux navires avec de faux certificats de sécurité, qui eux-mêmes peuvent représenter un danger environnemental majeur. La coopération des agents de l'État dans des endroits comme Dubaï, où ces navires sont souvent enregistrés via des sociétés écrans, facilite l'exploitation de ces navires.
Et si un navire est identifié, souvent ils vont simplement rester à l'ancre quelque part et transférer leur pétrole d'un navire à un autre, ce qu'ils font en plein jour et sous les yeux des observateurs depuis la côte. Et la surveillance, ainsi que la collecte et la gestion de données par l'intelligence artificielle, ont entraîné une diminution de l'utilisation par la Russie de leur flotte fantôme. Un gros problème cependant a été l'ambiguïté entourant la loi sur l'interdiction en eaux internationales, ce qui pourrait transformer une opération de surveillance en une opération militaire en provoquant une réaction de l'armée russe. Un tel incident s'est justement produit en mai lorsqu'un avion de chasse russe a tenté d'intimider un navire de la marine estonienne qui arrêtait un pétrolier de la flotte fantôme russe. De nombreux économistes estiment de plus en plus qu'attaquer directement la flotte fantôme de la Russie pourrait être plus constructif qu'une nouvelle réduction de l'écart de prix sur le pétrole russe. En réduisant le nombre de navires disponibles pour transporter le pétrole, les sanctions ont un effet plus important, et les nouvelles politiques semblent fonctionner. L'utilisation par la Russie de pétroliers fantômes, passant de 81% des exportations de pétrole brut en janvier à 65% en avril. Les revenus totaux de la Russie provenant des combustibles fossiles ont également diminué de 6% d'un mois à l'autre, malgré une augmentation du volume de 1%. La Russie avait en fait prévu une année exceptionnelle et de rétablir les versements dans le fonds souverain. Cependant, la baisse des prix de l'énergie fait maintenant dérailler ces plans, conséquence de la dépendance excessive de la Russie à l'énergie et à son économie. Et il est souvent dit que la Russie n'est pas une nation avec du gaz, c'est une station-service déguisée en nation. Avec plus de la moitié de son produit intérieur brut provenant du secteur de l'énergie, la Russie subit de plein fouet les conséquences financières des sanctions et des attaques continues contre ses infrastructures. Ce dernier point est particulièrement problématique, car certains dégâts causés par l'Ukraine aux infrastructures énergétiques ne peuvent tout simplement pas être réparés. Historiquement, la Russie s'est appuyée sur la technologie occidentale pour faire fonctionner ses opérations d'extraction et de raffinage, mais les sanctions liées à la guerre ont mis fin à ces collaborations. Ainsi, il y a certains équipements qui ne peuvent tout simplement pas être remplacés. De son côté, l'Ukraine a été très stratégique dans le ciblage de l'énergie russe. La plupart des frappes ont visé soit des raffineries, soit des installations de stockage, dans le but de provoquer un goulot d'étranglement dans la production énergétique russe. Les raffineries sont très coûteuses à construire et à entretenir. Une seule frappe sur des composants essentiels peut paralyser les opérations pendant des mois. Les frappes de drones ukrainiens ont à plusieurs reprises ciblé des infrastructures clés à l'intérieur des raffineries russes. Même les commentateurs pro-russes l'ont reconnu, soulignant à quel point ces attaques sont devenues chirurgicalement précises. Le double coup porté au site de stockage signifie également que le goulot d'étranglement de la Russie s'aggrave. Le pays a dû limiter sa production en raison d'un ralentissement du raffinage, estimé à environ 10% il y a quelques mois, et un manque d'espace de stockage, et la situation devrait empirer. Selon 3 dirigeants russes du secteur pétrolier qui se sont confiés à Reuters sous couvert d'anonymat, la Russie devra à nouveau ralentir sa production. C'était un facteur déterminant dans la trêve énergétique, où les deux parties ont cessé de frapper les infrastructures de l'autre. Cependant, une fois que la Russie a rompu la trêve, l'Ukraine a repris son règne meurtrier de drones. En février 2025, les dirigeants du secteur pétrolier russe craignaient que la production ne tombe sous les 9 millions de barils par jour. Ce chiffre devrait rapidement chuter si l'Ukraine parvient à frapper avec succès davantage de raffineries russes. Et la pénurie de pétroliers aggrave encore la situation. 3 des ports occidentaux de la Russie ayant signalé une baisse de 17% des exportations. La Chine et l'Inde, sous la pression internationale et la menace de sanctions secondaires, ont commencé à refuser certains pétroliers russes. Certains ports en Inde et en Chine ont même refusé l'accès à environ un 1/5 du total des pétroliers russes, créant ainsi une énorme réserve de pétrole brut que le pays a dû commencer à stocker directement sur les navires. Ce n'est pas aussi simple que d'arrêter la production puis de la redémarrer. Un puits de pétrole, une fois foré, ne peut être scellé qu'avec plusieurs bouchons en béton, un processus coûteux qui prend du temps. Redémarrer la production signifie qu'il faut forer à travers des tonnes de béton, et si le puits est plus ancien, il doit être inondé d'eau pour forcer le pétrole à remonter. Ensuite, il y a la question de la sécurité. Redémarrer la production sur des puits de pétrole scellés n'est pas toujours un processus simple. Selon Clay Brach, vice-président exécutif chez Apache Corp, cela peut se dérouler sans problème ou devenir dangereusement imprévisible. Et si l'on ajoute à cela les coûts initiaux importants, qui doivent être couverts avant qu'un seul baril ne recommence à couler, il est clair pourquoi cela pose de sérieux défis à la Russie, déjà à court de liquidités. Malgré cela, la Russie était contrainte de ralentir sa production et de stocker de plus en plus de pétrole sur des pétroliers sans destination précise.
Une véritable bombe à retardement écologique, compte tenu de l'état de certains de ces navires. Certains, en Occident et même en Chine, ont exprimé leur inquiétude que la Russie puisse laisser se produire une catastrophe naturelle, afin de faire pression sur le monde pour qu'il autorise l'écoulement de son pétrole, ou risque de nouveaux accidents qui viendraient souiller les plages du monde entier de pétrole. La production quotidienne de la Russie, tombant en dessous de 9 millions de barils par jour, est un signe critique de difficultés budgétaires. C'est une forte baisse par rapport aux 11,25 millions de barils par jour que le pays produisait en 2019, lorsqu'il constituait son fonds national de richesse. Avec la trêve énergétique écartée, l'Ukraine attaque déjà l'énergie russe, réduisant encore la capacité de stockage et de raffinage. Les raffineries de Ryazan, Volgograd, Syzran et Astrakhan ont été contraintes d'arrêter leur production à cause des frappes précédentes, nécessitant entre plusieurs semaines et plusieurs mois pour rétablir leur fonctionnement. Les attaques contre les oléoducs qui acheminent le pétrole causent également des ravages. Oust-Louga, situé sur la mer Baltique, est l'un des plus grands ports de Russie, et en janvier, il a réduit de moitié les transferts de pétrole vers les pétroliers, atteignant ainsi leur niveau le plus bas depuis 4 ans. La question de savoir quand la Russie manquera enfin d'argent pour financer sa guerre fait toujours débat, mais le fait que son trésor de guerre diminue chaque jour ne fait aucun doute. En fin de compte, les actions de Washington pourraient être le facteur décisif, l'administration américaine ayant le pouvoir de donner un coup de pouce à la machine de guerre russe ou d'assurer sa défaite. L'assèchement du fonds national de richesse de la Russie ne signifiera pas nécessairement la fin de sa capacité à faire la guerre, mais cela marquera le début d'un risque politique extrême pour Poutine. Il y a déjà eu d'importantes coupes dans les programmes sociaux à travers la Russie, en raison des tensions budgétaires, et du fait que la guerre occupe une part significative du budget de l'État. Une fois que le fonds de richesse sera épuisé, la Russie sera contrainte de réduire encore plus profondément les programmes sociaux, et même les programmes d'infrastructure. Cela risque d'accroître le mécontentement que le Kremlin, malgré son emprise totale sur les médias russes, pourrait ne pas être en mesure de contenir. Et pire encore, cela se produira à un moment où la nation verra des centaines de milliers de vétérans de combat rentrer du champ de bataille, un mélange politique potentiellement dangereux pour le Kremlin, et une situation qui rappelle la chute des tsars russes. Dans 12 à 18 mois, la question ne sera peut-être plus de savoir si la Russie peut continuer à se battre en Ukraine ou non, mais plutôt si Poutine a le capital politique nécessaire pour maintenir la Russie unie et l'empêcher de s'effondrer complètement. Même lorsque les coffres de la Russie n'étaient pas pleins à craquer, la campagne était loin d'être facile. Regardez comment l'Ukraine a empêché la Russie de gagner dès le premier jour, pour voir comment une offensive éclair prévue sur 3 jours s'est transformée en une bataille d'usure, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.